doit passer, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour réussir cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. c'est encore possible, La grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est Mes chers compatriotes congolais, bien que je sois encore en pleine période de deuil de ma petite sœur que je n'ai pas encore inhumée, mais que je ne saurais même pas me rendre sur place à Abidjan où son inhumation aura lieu très bientôt, parce que j'ai été prévenu que les sbires rwandais sont déjà descendus sur les lieux pour m'attendre, donc je ne m'y rendrai pas. Mais j'ai préféré aujourd'hui m'adresser à vous et surtout obéir à ce que notre Seigneur Jésus nous avait dit. Il faut laisser les morts enterrer les morts et vous faites la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous avons une mission, nous avons une charge de combattre pour la libération de notre pays. Raison pour laquelle j'ai suspendu ma méditation vu la gravité de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, vu la gravité des informations que nous venons d'obtenir et qui demandent une réaction rapide. Je suis obligé de revenir à vous. Mes chers compatriotes, la mort ou la vie de la République démocratique du Congo, notre pays, se négocie actuellement très loin du peuple congolais et de la classe politique congolaise qui est plutôt préoccupée à courir derrière un mirage de pouvoir qu'on lui fait miroiter dans un horizon virtuel. Mais quant à moi, vous le savez, je vous avais promis que non seulement je ne me laisserai pas prendre dans ce jeu du miroir aux alouettes, mais que je reviendrai chaque fois à vous, peuple congolais, patriotes congolais, pour vous sensibiliser
chaque fois que le danger qui pèse sur notre pays comme une épée de Damoclès se fera pressante. Et c'est le cas aujourd'hui. Tout au début du mois d'août, vous avez tous suivi les 3 chefs militaires et les principaux agresseurs de notre pays depuis 1996. J'ai cité Kaguta Yoweri Museveni, Paul Kagame et Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ces 3 chefs militaires et agresseurs de notre pays se sont livrés à un ballet diplomatique qui a abouti, comme vous le savez, à la déclaration de Hippolyte Kanambe, déclaration que tout le peuple congolais et toute la communauté internationale attendaient parce qu'elle devait annoncer son retrait politique à la fin de son dernier mandat constitutionnel. Mais qu'est-ce qui cache cette déclaration et ce ballet politique entre 3 hommes qui se parlent d'ailleurs tous les jours et qui s'échangent des émissaires chaque jour? Pourquoi Hippolyte Kanambe a choisi l'Ouganda pour faire sa déclaration politique avec toute l'arrogance qu'on lui connaît, annonçant qu'il ne organiserait pas les élections et qu'il se maintiendrait au pouvoir par défi comme il en a l'habitude? Mais pourquoi il a fait toutes ces déclarations en Ouganda? Voici quelques faits qui expliquent ce geste. Lors du voyage officiel que Kanambe a effectué à Mondoué le 4 août, puis à Mwea en Ouganda, suivi d'un autre voyage qu'il a effectué à Rubavu au Rwanda le 12 août, alors que Kagame était secrètement au parc en Ouganda, où ils se sont retrouvés à 3 dans le Queen Elizabeth Park. Les 3 hommes ont tenu à faire ensemble une évaluation de la situation politique de la région, à la lumière de la pression qu'ils sont en train de subir, tous les 3 ensemble. Et à l'occasion, ils ont reproché à Hippolyte Kanambe sa faiblesse, son incompétence. Ils ont trouvé que c'est lui qui était le ventre mou du système, le maillon faible, et qu'il compromettait par son incompétence tout le plan du Tutsi Power dans la région des Grands Lacs. Alors ils lui ont demandé de pouvoir reprendre la situation en main en République démocratique du Congo, après les assurances qu'il leur a données que je vais vous révéler. Ils lui ont demandé de reprendre la situation et le contrôle de la situation en République démocratique du Congo, renforcer votre pouvoir. C'est ainsi que, à son retour de l'Ouganda, Joseph Kabila a tenu immédiatement autour de lui une réunion dans la nuit du lundi 8 août de quelques hauts membres du staff du Tutsi Power. Parmi eux étaient notamment présents Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, le général Bisengimana, le général Yav, le général Olenga et le gouverneur Chisambo ainsi que le premier ministre Matata Ponyo. Dès le début de la réunion, Kabila leur a posé une question. Voulez-vous que je cède à la pression des Américains, de la communauté internationale et des Congolais et que je cède le pouvoir
ou voulez-vous que je résiste, que je m'y maintienne et que nous puissions résister? Eh bien, la réponse, comme vous vous en doutez, a été unanime. Tous lui ont demandé de pouvoir se maintenir et de ne pas céder d'un pouce, parce que il y va de la vie de tous les Tutsi Power. C'est alors que Kanambe leur fera le compte rendu de tous les reproches qu'il a subis à Mwea, en Ouganda, de la part de ses deux sponsors, Kagame et Museveni. Et il a demandé alors aux membres du Tutsi Power de transcender leurs divergences, d'arrêter des rivalités internes et de faire bloc derrière lui, comme on le lui a demandé. Et c'est à l'occasion qu'il a demandé à Azarias Rubero et au général Bisengimana de mettre en état d'alerte et d'activer les troupes spéciales rwandaises qui sont sous leur commandement à Kinshasa, pour que celles-ci s'apprêtent à s'aimer la terreur dans la ville de Kinshasa pour dissuader la jeunesse congolaise, la foule qui leur fait si peur, à passer à une phase supérieure de résistance pour les chasser hors du Congo. Et pour mieux sensibiliser ces compatriotes Tutsi rwandais, Hippolyte Kanambe a attiré leur attention sur un danger imminent qui guette le Tutsi Power. C'est la prise de conscience de la jeunesse congolaise de Kinshasa et de l'intérieur du pays. La diaspora, c'était déjà fait et c'est la diaspora qui a travaillé. C'est pour ça qu'il a stigmatisé le travail de la résistance de la diaspora. Et il a demandé que les principaux acteurs qui menacent le travail du Tutsi Power soient sérieusement ciblés dans tous les niveaux et dans tous les secteurs. Mais revenons au voyage de Kanambe en Ouganda. Quel était le but, les objectifs qu'il a poursuivis dans ce voyage? Ce voyage avait principalement 3 objectifs. Le premier, c'était de renouveler sa fidélité à Museveni et à Kagame. Parce qu'il savait que ces 2 hommes commençaient à perdre confiance en lui. Parce qu'il savait que ces 2 hommes, comme ils le lui ont reproché d'ailleurs lors de la rencontre, n'avaient plus confiance en lui et commençaient à avoir peur de perdre tout le plan d'occupation et de balkanisation du Congo pour lequel ils ont investi pendant près de 20 ans, de perdre tout cela à cause de Kanambe. Et Kanambe avait mission de pouvoir les rassurer qu'ils pouvaient prendre les choses en main et qu'ensemble, ils pouvaient renforcer leur rang. C'est comme cela que ils ont tous les 3 décidé de créer comme deuxième objectif le front de solidarité. Parce que comme vous le savez, tous les 3 sont en sursis sur le plan international. Le pouvoir de Kaguta Museveni, comme vous le savez, est fortement contesté de l'intérieur de l'Ouganda. Kagame, comme Kanambe, alias Joseph Kabila, ils sont tous les 2
soumis à une forte pression intérieure et extérieure, parce qu'ils sont tous les deux à la fin de leur mandat constitutionnel et doivent se retirer. Donc, tous les trois sont condamnés à faire bloc ensemble. Moi, je peux les considérer comme une association des malfaiteurs qui doivent faire bloc pour réaliser leurs méfaits et assurer que le plan machiavélique qu'ils ont sur la République démocratique du Congo puisse aller jusqu'à son aboutissement. Enfin, le troisième objectif de cette rencontre en Ouganda et au Rwanda, c'était pour renforcer la synergie entre le pouvoir tenu par les gouvernements Tutsi à Kampala, à Kigali et à Kinshasa. Parce qu'ils ont, dans leur analyse, relevé que la chute d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, à Kinshasa, en RDC, que la chute de son pouvoir entraînera ipso facto la chute du pouvoir Tutsi à Kigali et favorisera le retour au pouvoir de la majorité Hutu au Rwanda avec la complicité du gouvernement Tutsi au Burundi et du gouvernement congolais libéré qui aura chassé le Tutsi Power de son territoire. Voilà pourquoi ils ont pratiquement proclamé leur union, être sauvés ensemble ou mourir ensemble. Et ils sont plus que jamais déterminés pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais Kabila a dû donner à Yoweri Museveni des garanties de sa fidélité. Quelles sont ces garanties? Premièrement, il a autorisé au gouvernement de Museveni d'exploiter le gisement de pétrole du lac Albert du côté congolais. Parce que comme vous le savez, depuis la découverte de ce gisement, l'Ouganda a commencé depuis plusieurs années déjà à exploiter le gisement du côté ougandais. Mais comme il n'y a pas de mur sous le sol, après plusieurs années, maintenant c'est le gisement du côté congolais qui commence à glisser du côté de l'Ouganda. Et cela devait normalement poser problème, mais Kanambe est allé pour lui garantir de pomper même le pétrole du côté congolais, moyennant des arrangements financiers qui se feraient au niveau privé. Deuxièmement, Kanambe a décidé de créer avec Museveni pour faciliter l'implantation du pouvoir ougandais dans la partie nord du province orientale. Il a décidé de créer un front militaire commun, comme il avait fait avec Paul Kagame au Rwanda. Et ce front militaire sera composé du côté zaïrois, du côté congolais, par des militaires namibiens qui sont déjà implantés, comme nous vous l'avions déjà dit, à Beni, dans la région de Beni, mais qui opèrent sous l'uniforme de FARDC et de la police nationale congolaise. Comme cela, à chaque fois qu'ils tuent, qu'ils pillent, la communauté internationale et les médias mensonges internationaux parlent des militaires de FARDC congolais. Tout le monde connaît la vérité, mais tout le monde s'arrange pour véhiculer le mensonge. Mais le front commun serait composé
d'un côté par les militaires namibiens et de l'autre côté par les militaires des troupes rwandaises, ougandaises. Cela pour faciliter rapidement l'opération d'implantation du pouvoir ougandais et surtout de parachever le processus d'annexion du Kivu et de la partie est à l'Ouganda et au Rwanda. Comme je vous en donnerai les détails tout à l'heure. Et pour y parvenir, il y a eu même déjà les travaux des experts pour examiner la capacité de l'aéroport de Beni à recevoir les gros avions militaires pour transporter les troupes à partir de Kampala et de Kigali pour accélérer l'opération de l'occupation à Beni. Pour réussir cette opération et faciliter le travail, il y a eu déjà un travail de stockage d'une quantité impressionnante d'armes sophistiquées à l'île Ijui, dans un bâtiment abandonné qui appartenait à l'époque à l'église protestante et qui a servi de guest house et de dispensaire. C'est dans ce gros bâtiment abandonné dans l'île Ijui que sont stockées aujourd'hui, au moment où nous parlons, des armes hautement sophistiquées qui serviront à cette agression de notre pays. Chers compatriotes, là où les choses prennent un tournant hautement dangereux pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays, c'est lorsque ces trois chefs militaires décident de recourir aux alliances occultes avec des puissances extérieures pour appuyer leur projet méphistophélique d'occupation, de balkanisation, de destruction de notre pays, la République démocratique du Congo, en le morcelant. Trois faits graves que nous venons de découvrir illustrent et justifient notre inquiétude. Premièrement, nous venons d'avoir des informations sûres qu'un accord secret, ultra secret, est en passe d'être conclu entre Kagame, Museveni et Kabila d'une part et le gouvernement israélien d'autre part, en vue de faciliter le transfert des Juifs noirs d'Éthiopie dans la région du Kivu et de les installer dans la région du Kivu. Nous avions, il y a quelques années, eu écho de ce projet. Nous savions que la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Mushikiwabo, s'était rendue plusieurs fois à Jérusalem et à New York auprès de la communauté juive, des lobbies juifs international et du lobby juif américain pour négocier l'accord de ce projet, parce que cette implantation devrait à la fois les aider à obtenir l'appui des puissants lobbies juifs internationaux pour fermer les yeux sur la balkanisation qui devrait intervenir bientôt
dans la partie est de notre pays. Et en contrepartie, ces mêmes lobbies devraient intervenir auprès des États-Unis et de la communauté internationale pour fermer les yeux sur la violation des constitutions des deux pays, permettant au Tutsi Power, à Kigali comme à Kinshasa, de renforcer son pouvoir et de renforcer aussi ses dispositifs d'occupation en République démocratique du Congo. Il y a un deuxième dossier, un deuxième accord qui est sur le point d'être conclu avec l'Égypte et avec le Tchad. Il porte sur la déviation, la vente des eaux du fleuve Congo. Vous vous rappellerez que nous nous sommes élevés contre ce projet. Et certaines personnalités au pays, comme Mutinga, se sont levées aussi pour dénoncer cette situation il y a 2 ans. Mais nous avons des informations que malgré nos protestations, parce que nous avions saisi en son temps, nous avions écrit au secrétaire général de l'ONU et aux membres de la communauté internationale. Mais nous avons l'information qu'un accord est sur le point d'être conclu avec l'Égypte et le Tchad. Et pour permettre les 2 accords de bien fonctionner, en Israël, Hippolyte Kanambe a décidé de nommer sa sœur, Jeannette Kanambe, comme ambassadeur, pour assurer la conclusion de ces accords en toute discrétion absolue. Et en Égypte, il se propose d'envoyer son frère Zoé pour faire le même job et surtout pour gérer d'un côté comme de l'autre les retombées des dividendes financières de ces accords secrets. Mais nous savons aussi que pour Kanambe, c'est une manière de pouvoir éloigner ces 2 frères tornitruants qui sont devenus très encombrants pour lui, mais surtout de les mettre loin à l'abri de la colère du peuple congolais après la libération du Congo. Mais il s'agit bien, comme vous en doutez, d'une violation flagrante de la souveraineté et de la menace même de la survie de notre République en tant qu'État. Mes frères, nous pouvons jouer pour autre chose, toute autre chose, mais nous ne pouvons pas jouer quand il s'agit de la survie de nos enfants et des enfants de nos enfants. À l'issue de la rencontre entre Kagame et Kanambe à Rubavu le 12 août, les 2 hommes ont décidé d'opérer un passage en force, en commençant par la République démocratique du Congo ou par tous les moyens. Ils doivent opérer le maintien de Kanambe, quels que soient les crimes crapuleux qui pourraient être commis. C'est dans ce sens que Kagame a remis à Kabila
des bombes sales, comme on dit. Je veux dire des bombes chimiques en grande quantité. Et ce sont des témoins oculaires qui ont fait partie du convoyage de ces matériels qui nous ont informés. Ces bombes sales sont arrivées à Kinshasa, avec pour mission de les utiliser sans hésitation contre la population quinoise en cas de trouble. Vu la gravité de ces faits que je viens de vous décrire, j'ai pris l'initiative au nom de la résistance congolaise d'écrire au secrétaire général, de lui adresser un mémo avec les détails de ces opérations. J'ai écrit au gouvernement des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, au Royaume-Uni et au Royaume de Belgique pour dénoncer cette situation et les alerter officiellement. Mes chers compatriotes, l'opération de déstabilisation de notre pays à l'Est et particulièrement à Béni vient de démarrer. Le gouvernement d'occupation s'est arrangé pour présenter les massacres sous la responsabilité des prétendus terroristes imaginaires, dont les enfants de 5 et 6 ans. Ce lundi 15 août, nous avons appris des officiers congolais se trouvant au front et qui nous informent sur l'évolution de la situation sur le terrain jour pour jour. Nous avons appris, disais-je, que depuis lundi 15 août, à la suite des accords qui ont été convenus lors de la dernière rencontre de Kabila, de Museveni et Kagame, les troupes rwandaises, ougandaises sont déjà amassées à Wisha, prêts à lancer l'offensive sur Béni et dans le reste de la région. La situation est donc grave parce que l'ordre a été donné de créer, de s'aimer la terreur à travers tout le pays. Dans le Kasaï, vous avez suivi l'assassinat d'un chef coutumier qu'on a présenté comme un terroriste illuminé. Mais on ne vous dit pas que ce chef coutumier avait commencé par protester contre les viols des femmes kassaïennes de sa chefferie par les hommes des troupes rwandaises basées dans le Kasaï. Et il a demandé au gouverneur de mettre fin à cette situation et de ne pas permettre que ce qui se fait à l'est du pays s'étende dans sa chefferie. Et face au silence, il a décidé d'organiser sa propre résistance. Évidemment, lui ne détient pas des médias pour donner sa version. Et comme dit la sagesse africaine, tant que les antilopes n'auront pas leurs historiens, et tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, eh bien, l'histoire des chasseurs se racontera toujours en faveur des chasseurs. Partout ailleurs,
la situation est excessivement grave. Chers compatriotes, notre pays est en danger. L'heure n'est plus à la distraction. Au moment où nous nous disputons le mirage d'un pouvoir illusoire, nos ennemis, eux, ils s'organisent et s'arment pour détruire, pour tuer, pour piller notre pays. Mes frères, les ennemis de notre pays, ceux qui veulent détruire notre peuple, viennent de nous donner une leçon. Ils viennent de nous montrer que eux, ils sont capables de s'entendre. Les trois chefs guerriers, les occupants de notre pays, quand ils ont vu que leurs intérêts communs sont en jeu, ils se sont rassemblés en Ouganda. Ils se sont retirés dans le parc, dans la forêt, pour essayer de s'entendre et de trouver la solution pour sauver leur pouvoir. Comment nous, les Congolais, ne sommes-nous pas capables de pouvoir oublier un peu l'ambition du pouvoir et de l'argent? De chercher toujours les élections pour le pouvoir, les élections pour l'argent, de nous mettre ensemble d'abord pour sauver notre pays, la patrie Congo qui est en danger. Ces choses que je viens de dire, je ne les invente pas. Parce que demain, comme d'habitude, vous verrez que si nous ne faisons rien, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi j'ai préféré interrompre ma méditation de deuil pour crier à mes frères et pour dire, levons-nous, transcendons nos divergences, arrêtons un peu nos cupidités, nos ambitions, mettons-nous ensemble, libérons d'abord notre maman Congo et le reste, nous pourrons le faire après. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidons la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore
Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu.